Donc, bonjour à toutes et tous. On est on est ravis de vous retrouver en numérique pour cette troisième session des ateliers en numérique des rencontres européennes de la participation citoyenne. Ça fait suite aux 3 jours que l'on a pu passer à Strasbourg qui se sont très bien passés avec beaucoup de participants, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. Et on continue du coup sur cette lancée en numérique pour permettre aussi à tout le monde de tous horizons de participer à des ateliers très enrichissants aussi. C'est une autre manière d'échanger et de participer. Pour cette session, on retrouve le facteur urbain avec Alice Pfeiffer et Axel Strelleux de la ville de Strasbourg. Pour l'atelier, les agents et élus sont-ils des cordonniers mal chaussés? Nos principes d'animation à l'épreuve de la participation. Je vous souhaite une très bonne session. Moi, je reste là tout du long et puis je laisse la parole à nos intervenantes. Et bonjour à Merci toutes et beaucoup. tous. Merci de participer à cet atelier. On va commencer par se présenter. Alice, vas-y. Donc moi, c'est Alice Pfeiffer. Je suis gérante d'une SCOP qui s'appelle le Facteur Urbain, qui est basée à Rennes. Je vous parle depuis Rennes. On est spécialisé dans l'urbanisme participatif. Donc, on accompagne des projets d'aménagement de nature assez diverses, toujours dans une approche participative dans laquelle, on travaille particulièrement l'articulation des fruits de la participation au projet et comment les lignes du projet, les axes, peuvent effectivement évoluer grâce à la démarche participative. Merci Alice. Et donc moi, je suis Axel Strellé. Je travaille, donc moi, je vous parle depuis Strasbourg. Je travaille pour la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, puisqu'on est une administration et une direction mutualisée, donc pour la direction de la participation citoyenne, où je suis en charge de la fabrique de la participation citoyenne, qui est une instance interne qui permet de recenser, d'accompagner et d'aider à valider les démarches participatives qui sont portées par la collectivité. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'objectif de l'atelier, c'était qu'on s'interroge un peu sur voilà, on a des grands principes, on a des règles d'or, on sait ce qu'il faut faire pour que ça marche, mais parfois on n'arrive pas forcément à le faire pour plein de raisons différentes. Donc l'idée, c'était de se dire, de partir des règles d'or qu'on doit appliquer, celles qui nous permettent, qui sont les clés de réussite, tant de démarches participatives, mais également euh, de, de, de temps participatif, soit d'une démarche totale, soit d'un temps participatif. Il y aura un peu les deux échelles dans ce qu'on va se partager. Et donc, on part sur 7 règles d'or, puisqu'on va pas vous faire l'offense de, voilà, tout le monde est plus ou moins formé, a déjà peut-être mis un peu les mains dedans. Et donc, l'idée, c'est de partir des 7 règles d'or qu'on va vous proposer. Et ensuite, on vous expliquera au fur et à mesure pour faire un travail un peu participatif. On va essayer parce on est quelques-uns et quelques-unes. Donc, on va essayer de le faire de façon participative, tout en vous apportant aussi notre partage d'expérience sur ces questions-là. Donc, je vais commencer par vous présenter les 7 règles d'or assez rapidement. Et ensuite, Alice vous partagera les règles pour d'utilisation du klaxon. Et ensuite, on pourra démarrer. Si vous avez des Je questions, profite, ouais. pardon. Si vous Non, c'est avez des juste que questions, oui, vas-y. pendant que tu expliques les règles d'or, je partage juste l'écran du klaxon pour que vous puissiez lire les règles d'or en même temps. Parfait, merci beaucoup. Et l'idée, c'est comme on est assez nombreux et nombreuses, comme on disait, on a coupé les micros de tout le monde au début. Il y aura du participatif, mais plutôt via des post-it sur le klaxon dans un premier temps. Et on essaiera de laisser un temps où on pourra échanger aussi de vive voix à la fin. Voilà. Mais pour le confort, voilà, on essaye de créer ce type d'espace, mais pour le confort et qu'on puisse quand même avancer, on ne le fait pas au départ. Donc, les règles d'or, la première, c'est poser et tenir le cadre de la démarche et ou de la réunion du temps participatif. Donc, que ce soit au début d'une démarche, donc vraiment toutes les étapes, ou de la réunion. Ensuite, il y a tout l'enjeu de tenir le timing d'une réunion, qu'elle soit à l'interne ou à l'externe, donc que ce soit au sein de nos administrations pour préparer un temps participatif avec les habitants et partenaires, donc aussi avec les prestataires, etc.
La troisième règle d'or, c'est de répartir la parole de manière équitable. La quatrième, bah, c'est d'être dans l'écoute active, donc de vraiment écouter les prises de parole de toutes les parties prenantes. La cinquième, c'est de s'exprimer de manière claire et compréhensible par toutes et tous. J'espère qu'on n'est pas trop mal chaussé ce matin et que vous arrivez à bien nous entendre. Et les deux derniers points, c'est évidemment la restitution et l'évaluation. Donc, que ce soit d'un temps participatif ou d'une démarche globale. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Pas de problème pour le retard. On essaye de voir le lien en même temps. Et Anouk, merci Anouk nous aide de décider ensemble pour le chat. Et Alice, c'est à toi pour les règles. Très bien. J'ai vu dans le chat, juste au-dessus, qu'il y avait des personnes qui avaient du mal à se connecter à Klaxoon. Est-ce que, ça a été résolu depuis? J'ai lu juste avant que, il faut un compte Google ou un compte Klaxoon ou Microsoft. Pareil, le lien n'est pas direct vers le board. Est-ce que ça a été résolu depuis? Est-ce que vous arrivez à rejoindre le maintenant c'est OK parce que je me suis connectée. OK. Bon, bah, désolée si, normalement on peut se connecter avec une adresse mail. D'accord, désolée, on pensait que ça fonctionnerait sans que vous ayez à vous connecter directement, mais effectivement apparemment, ce n'est pas le cas. Excusez-nous pour ça. Hem, Merci Marie-Claire. Hem, je partage toujours mon écran, donc je vais en profiter pour vous expliquer comment fonctionne l'outil. Rassurez-vous, c'est assez intuitif et facile d'utilisation, mais on a posé un certain nombre de règles. Alors, nous sommes finalement, pour l'instant, on est 41 participants, mais on avait un grand nombre d'inscrits. Donc on se disait: «Aïe, aïe, aïe, si on est effectivement 95, il va falloir vraiment poser des règles très strictes de participation sur le klaxon». Cela étant, à 41, c'est aussi bien d'avoir, des règles de participation qui fonctionnent bien. Je vous explique la structure de notre tableau. Ici, vous avez effectivement les règles d'or que vient de présenter Axel sur la partie gauche et ensuite on a, positionné pour chaque règle d'or, un cadre avec les freins observés et un cadre avec les enjeux. On verra plus tard qu'on a d'autres cases, mais pour l'instant, on va se concentrer sur ça. Heu, L'idée, c'est d'abord, de réfléchir ensemble, de vous faire contribuer sur le fait que pour chaque règle d'or, ce que vous observez, les difficultés que vous avez pu observer, vos constats sur les freins relatifs à chacune de ces règles d'or. Donc vous allez pouvoir mettre des post-it, par exemple, si je prends la règle d'or numéro 1, vous allez pouvoir mettre des post-it dans le cadre frein observé, sur les choses que vous observez, qui font qu'on a du mal à poser et à tenir le cadre dans une démarche ou un temps participatif et les enjeux auxquels, qui correspondent à ces freins que vous avez observés, selon vous. Comme on est nombreux, on propose des petites règles de participation. Première règle, un post-it par règle d'or et par personne, pour chaque catégorie. Donc, j'ai le droit de mettre un post-it sur la règle d'or numéro 1 dans la partie frein observé et un post-it sur la règle d'or numéro 1 dans la partie enjeu. Idem pour la règle d'or numéro 2. J'ai le droit de mettre un post-it frein observé, un post-it enjeu, et cetera. Sur le post-it, on vous demande 3 éléments. D'abord, d'indiquer le numéro de la règle d'or. Parce qu'en fait, juste, je précise pourquoi, au fur et à mesure que vous allez mettre des post-it, ils vont arriver tous en même temps. Et nous, on va les classer, les mettre dans les bonnes cases, et cetera. Mais pour nous faciliter la tâche, parce que vous êtes nombreux et nombreuses, on vous demande de mettre le numéro au début du post-it. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en fonction de la règle à laquelle ça s'applique. De colorer le post-it avec la couleur de la règle d'or. Donc, chaque règle d'or a sa couleur, jaune, vert, rose-rouge, bleu, orangé, bleu-vert et rose à la fin, rose-violet. On vous demande donc de colorer le post-it. Je vais vous montrer comment on fait, rassurez-vous. Et enfin, d'indiquer vos initiales, sur le post-it, pour que vous arriviez à retrouver votre post-it si vous l'avez perdu. Ce sont des choses qui arrivent sur Klaxoon.
Donc, comment on fait pour créer un post-it? Et ensuite, j'en aurai terminé. Est-ce que vous voyez ma souris ici? Vous avez ici un plus en bas de l'écran. Vous cliquez dessus et ça fait apparaître un post-it. Vous mettez donc le numéro, par exemple. Moi, je veux écrire quelque chose sur la règle d'or numéro 3. Donc, j'écris 3 et ensuite, je mets AP parce que c'est moi, entrée, et je mets mon idée, «Bonjour à tout le monde». Et comme la règle numéro 3, je regarde ici, c'est le rose. Alors, on a essayé de bien faire les choses. La 1, c'est le post-it numéro 1, la 2, c'est le post-it numéro 2, la 3, et cetera, et cetera. Ça correspond en fait, les couleurs sont dans l'ordre, des règles d'or. Donc je choisis la couleur rose et je l'envoie. Hop, il est arrivé ici. Donc ça, je pense que c'est plutôt nous qui allons le faire, de après venir les mettre au bon endroit parce que vous risquez de perdre votre post-it. Quand ils arrivent tous en même temps, c'est un peu compliqué. Donc rassurez-vous, si vous l'avez perdu, c'est pas grave, on va vous voyez pourquoi c'est important de bien mettre la alors l'essentiel, c'est la couleur, c'est ce qui va nous aider le plus à classer. Pas évident pour les daltoniens, effectivement, s'il y a des difficultés, vous, pensez à bien mettre les numéros, ça va nous aider. Le plus facile pour nous, c'est effectivement avec les couleurs parce qu'on n'a pas besoin de zoomer pour aller chercher exactement, mais pas de souci si c'est compliqué pour vous de mettre la couleur, pensez à bien mettre le numéro. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je propose pour les personnes pour qui c'est pas clair, d'ouvrir, le micro ou d'écrire, dans le chat pour nous dire, s'il y a une difficulté. Je supprime mon post-it. Il y a une question pour savoir si c'est un frein ou un enjeu, Alice. Comment? Pardon? Les gens demandent, est-ce que vous allez savoir si c'est un frein ou un enjeu? Oh! Très J'avais bonne pas question. pensé à ça. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, ouais, on n'avait pas tout couvert. On n'avait pas tout couvert. Bah, si vous pouvez préciser du coup, effectivement. On rajoute cette règle. Si vous pouvez mettre juste frein ou enjeu. Comme ça nous facilite la tâche. Merci beaucoup. Parce que On si va on vous doit lire mettre tous les post-it pour déterminer, c'est vrai que ça va être compliqué. ça. C'est On, parfait. on- on vous propose 5 minutes sur ce temps-là. On vous propose une petite ambiance musicale en attendant. Du coup, Alice, je veux bien que tu départages ton écran. Ah bien sûr, je départage. Pour l'ambiance musicale, on a fait des tests. On s'est dit que c'était rigolo, on avait envie de tester, de vous mettre une petite musique pendant que vous travaillez. Alors, on n'est pas toutes, et tous, égaux, égales, sur le sujet parce que moi, c'était assez désagréable la manière dont j'entendais, mais Anouk entendait super bien et trouvait ça chouette. Donc on s'est dit: «On va tester». Ça nous donne un timing aussi pour, contribuer et si, il y a des personnes pour qui c'est très désagréable, vous nous mettez un message dans le chat et on l'arrête. On C'est l'arrête. voilà, Voilà, on tente, c'est on expérimente, on on est tente, on flexible, on est expé là tout à fait. Très, très, très humblement. c'est ça. Allez, c'est parti. Donc, allez-y, sur le klaxon, je vois que ça y est, c'est parti, ça produit et cetera, donc, c'est top. Et si vous arrivez à retrouver votre post-it vous-même directement, vous pouvez évidemment le classer, hein. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando
chan chan, en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cero voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Bon, alors là, il nous reste à peu près 1 minute parce que c'était à peu près 4 minutes le morceau. C'est génial de regarder le klaxon se remplir, ça fait très, ruche. Ouh, On va pas tarder à mettre en commun. Est-ce que, ah mince, je vois des post-it qui sont pas aux bons endroits. OK, ça commence à bien prendre forme. On va peut-être s'arrêter là. Hop.
Ah, c'est ça. OK. Oui, c'est sûr qu'on pourrait y passer pas mal de temps, c'est pour ça qu'on va arrêter là. De toute façon, l'idée, c'était que vous puissiez rentrer un peu dans le sujet doucement, en vous basant aussi sur votre expérience et ce que vous avez pu expérimenter et vivre de votre côté ou observer, et que nous, on puisse ensuite vous apporter aussi en complément ce que bah, on a pu vivre, expérimenter de notre côté. Du coup, Alice, on y va? Ouais, super. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu, évidemment ce que vous avez, apporté, ce sur quoi vous avez contribué et puis on va, nous, essayer de compléter ou voilà, d'apporter aussi, d'autres éléments, heu, à la réflexion. On va commencer par peut-être que, tu ah c'est bon, tu as arrêté le partage? Ouais, Ouais, parce qu'en fait, si Axel partage, elle voit plus le klaxon, donc c'est embêtant. c'est ça. Donc donc c'est pour ça qu'on a arrêté le partage, mais normalement, vu que vous avez toutes et tous, contribué sur la carte, vous l'avez, devant vous. Donc c'est pas grave si on partage pas là tout de suite, sous vos yeux. En tout cas, ou alors moi je peux le partager parce qu'en fait moi je le voyais. Bah, Je vas-y. vais faire ça. C'est Ouais, juste parce que, je vais faire ça parce que ça me gênait pas. Enfin je ok, le voilà. ça marche. Hop, Pas petit voilà, à parce que petit. j'ai Ouais. un double écran et du coup ça m'empêchait pas. Voilà. OK. Donc du coup, sur la première règle d'or, donc pour rappel, hem, le hop, voilà, poser et tenir le cadre de la démarche et ou, du temps participatif, en question. Donc sur les freins et les enjeux observés, hem, n hop, je sais pas si vous voyez bien. Ne pas être, formé comme facilitateur, effectivement, c'est, tout l'enjeu de la formation, on va y venir un certain nombre de fois. Comment on se forme à poser et à tenir un cadre, c'est un sujet, hyper, prégnant. La question des invariants et des marges de manœuvre, les variants et les invariants qui, peuvent évoluer au fur et à mesure de la démarche et donc créer un manque de clarté, de positionnement, politique au départ de la démarche. Ça, c'est un énorme sujet et c'est, pour moi, en tout cas, selon moi, souvent l'élément le plus, complexe et crucial, de la démarche et le fait que ça puisse évoluer, que ça puisse varier, c'est extrêmement, délétère. L'hétérogénéité des territoires et des acteurs. Effectivement, je ne sais pas s'il y a la personne qui a mis ce post-it veut préciser son idée, ça peut être, le fait que le fait de poser, de tenir le cadre va varier en fonction des contextes dans lesquels on est, si j'ai bien compris. Hem, Effectivement, je pense que et c'est juste pour toutes les règles d'or. Alors si la personne qui a mis ce papier veut intervenir si je l'ai mal, compris, n'hésitez pas. Le fait qu'on n'a pas toujours le temps de co-construire le cadre, que c'est difficile d'en imposer un sur un temps court auprès de novices de démarche participative. Ça rejoint, d'ailleurs l'idée, de la formation qui était nommée au début. Le flou des élus, qu'on pourrait raccrocher d'ailleurs à la question, hop, ici, des variants et des invariants. L'instrumentalisation pour certains publics, avec l'exemple des jeunes de l'ASE. Alors je ne sais pas si c'est forcément dans ce cette règle d'or-là et en même temps si c'est pas là, je peut-être que c'est, Oui, en effet, je hem, savais pas trop où le placer. Je me suis dit que mmh, ça partait peut-être du cadre, déjà de base, mais j'avais un doute. si la personne a envie Oui, d'intervenir sur ce post-it. mais on m'entend pas? Si, on vous entend. Ah OK, voilà. Oui, beh, en effet, je savais pas où le placer, donc je l'ai mis là parce que je me suis dit que c'était peut-être, ça partait du cadre, de base, mais j'avais un doute. OK, ben, c'est je
Je partage votre doute. Je ne sais pas si, c'est forcément dans cette règle d'or, mais en tout cas, le sujet est très intéressant et on peut se on va se reposer la question ensemble si on le déplace, à un autre Ouais, endroit. OK. Ça peut être pas mal parce Merci que ce beaucoup. sera traité dans les leviers à cet endroit-là. Donc ça peut rester là. OK. Bon, bah, super. Le fait que ce sont des démarches ou des temps participatifs qui sont parfois perçus comme trop institutionnels ou trop descendants, effectivement, si le format et la communication autour de l'événement, et de la démarche est très institutionnelle et que le format est très descendant, heu, en même temps, c'est peut-être plus simple de tenir le cadre quand c'est très descendant. Heu, on prend moins de risques, cela dit, mais c'est beaucoup moins riche. Et les enjeux que vous avez pu, nommer, le fait la des enjeux de posture, être accueillant, bienveillant, être souple, savoir s'adapter. L'enjeu de présenter la personne qui s'exprime dès le départ, effectivement, c'est hyper important et d'ailleurs hier même, j'ai animé un temps et je me suis pas présentée au début et je m'en suis rendu compte après que j'avais oublié de me présenter parce que j'avais l'impression que c'était la restitution, que tout le monde savait qui j'étais, tout ça et ben, c'est une erreur, importante. Définir un cadrage clair, précis et transparent de l'intention de la participation, le fil rouge de la démarche, entièrement d'accord avec ça et on va revenir sur ce point également. Permettre de se tenir permettre à la réunion de se tenir en entier et d'écouter tout le monde. Je pense que ça irait à un autre endroit. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Axel? C'est à la fois un peu du timing et à la fois un peu de l'écoute active. Qu'en penses-tu? Valide. OK, je vois que c'est en train d'être déplacé. Bon, bah, super. Ah bah, non, c'est là. Je le mets dans écoute active peut-être? Hop là, je le mets ici. Super. Définir le cadre, je l'ai déjà dit, excusez-moi. Une charte de la participation qui soit claire pour chacun, chacune, résident, agent, intervenant, générique et donc applicable à divers projets et suffisamment détaillée. Effectivement, il y a des territoires qui ont mis en place des chartes territoriales de la participation pour définir des cadres précis et je pense qu'Axel pourra nous en dire un petit peu plus. Préparer l'animation en amont avec les animateurs, clarifier collectivement l'objectif, avoir un déroulé détaillé de la séance, se répartir le temps et les interventions. Se sentir en sécurité et pouvoir décider et proposer en sécurité. On sait ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas, on sait qu'on va pouvoir partir à l'heure annoncée, et cetera. Hop, absolument et ça rejoint, ça c'est découpé sur plusieurs, enjeux. Et je vois qu'il y en a un qui a été mis ici. Avoir en tête les points essentiels de décision de la séance, prévoir une marge de souplesse pour pouvoir recueillir les idées non anticipées, prévoir un frigo pour les idées qui sont vraiment hors sujet. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce système de frigo, où parfois on a des idées, c'est pas du tout le sujet. Il y a des choses, des contributions qui émergent, c'est pas du tout le sujet, hem mais c'est une idée, super intéressante et du coup on crée un «frigo» entre guillemets pour ne surtout pas oublier, l'idée et ne pas, avoir de perte en ligne, mais qu'on pourra traiter dans un autre temps. Merci beaucoup pour, tous ces éléments, sur, heu, l'enjeu numéro un. Est-ce que, on peut compléter peut-être, Ouais, Axel, sur, un certain nombre d'éléments? ouais, je complète rapidement parce que sinon on n'arrivera pas à tenir le timing, mais juste, compléter, résumer en gros, les constats, c'est vraiment, entre autres aussi, ce sur quoi on peut agir, c'est des problèmes aussi, de posture, qu'on peut avoir, d'agents ou d'élus, qui aboutissent au dérapage de la réunion. Bah, le fait de pas poser, tenir le cadre, ça engendre quand même aussi beaucoup de frustration pour les participants et les participantes. Et puis, il faut pas oublier qu'en fait, on est des êtres humains aussi. Donc, on va faire un petit pas de côté et se dire que, bah, en fait, nous-mêmes, quand on anime, bah, on reste des êtres humains, pleins d'émotions, avec nos personnalités, et que parfois, ben, en fait, nous-mêmes, on est aussi rattrapés par ça, malgré la formation et le professionnalisme qu'on peut avoir. Mais se le dire, peut-être, ça permet aussi de l'accueillir en toute bienveillance et d'y être vigilant et vigilante après. Donc les enjeux, c'est Mmh. principalement des enjeux de sensibilisation et de formation
des agents, des élus, la gestion du mode participatif, à l'animation, à la facilitation. Dans les enjeux qui ont été partagés, il y a même déjà presque des solutions aussi avec la charte, par exemple. Et puis le fait de se dire que la participation citoyenne, il y a quand même juste un prérequis à avoir tous bien en tête, c'est que la participation citoyenne, c'est pas de la communication politique. Et donc il faut bien clarifier ça, notamment avec les élus et le cabinet avant de le faire. Il y a aussi évidemment des histoires de confiance et de transparence. Je crois qu'Alice, tu voulais compléter sur la confiance. Oui, en réalité, c'est un sujet qu'on peut aussi évoquer sur la règle d'or numéro 4. Mais, dans la posture que peuvent avoir les agents, agentes et les élus, dans une, démarche participative, souvent on part du principe que, le cadre qu'on va poser, il doit permettre, aux citoyens d'être en confiance pour s'exprimer, et d'avoir, tous les éléments de transparence et cetera, pour pouvoir, effectivement contribuer. Et je me pose la question du renversement de cette question de la confiance, hem, à savoir, est-ce que, les élus et agents ont effectivement confiance dans les citoyens pour contribuer réellement? On dit que la participation, elle permet, d'avoir plus confiance aussi dans la démocratie représentative et de pouvoir mieux co-construire les politiques publiques et les projets. Je pense que la question de la confiance, elle se pose aussi dans l'autre sens et dans l'idée de, avons-nous, en tant qu'administration, confiance dans nos citoyens et citoyennes pour effectivement co-construire les projets et les politiques publiques? On alors je vois bien Alors que l'exercice, la manière dont je l'ai fait, de lire tous les post-it, on va jamais tenir le timing et voilà, c'est exactement la règle d'or numéro 2. Ce voilà. serait quand même un peu con. Heu, donc peut-être, si on peut, on peut regarder les thématiques, Ouais, qui sont identifiées. Est-ce que tu as pu regarder un peu Axel ou non, je le fais? j'ai pas pu, mais si tu veux, sinon on fait à l'inverse. Je pars de ce que nous on avait vu et tu complètes avec s'il y a des post-it différents, ça te va? Très juste, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc sur le tenir le constat, le timing de la réunion, alors attention, on parle d'une réunion interne ou externe. Le constat, bah, c'est que ça déborde, ça déborde et ça déborde et ça déborde. Tout le monde en a marre. La plupart du temps, on décroche. Bah, les gens se barrent. Et quand on est au boulot, et ben en fait, on traite nos mails, on fait autre chose. Donc c'est pas très efficace. Bien souvent, ça vient rencontrer des personnalités comme la mienne, trop bavarde, mais je me soigne. Et du coup, bah, il y a des enjeux quand même de respect déjà de l'engagement citoyen quand on est avec des habitants, parce qu'ils viennent quand même la plupart, enfin le plus souvent quand même sur leur temps bénévole. Le respect de l'équilibre des temps de vie et les contraintes personnelles des agents et des élus aussi, quand on est là plus sur l'interne, mais aussi avec du participatif avec des habitants. Et puis en interne, bah, le respect des agendas de chacune et de chacun pour moins de stress au quotidien. C'est aussi de la qualité de vie au travail pour tout le monde en fait. Le fait de respecter le timing, même si pour certains, ça peut être beaucoup de stress de se dire qu'il faut respecter un timing. À la fin, c'est quand même de l'efficacité. Et puis si on n'a pas réussi à le faire en 1 heure de réunion, bah, c'est peut-être que c'était pas le bon espace et qu'il faut recréer un espace pour le faire. Ou peut-être qu'on n'a pas bien travaillé l'animation et la façon de tenir la réunion, c'est aussi ça en fait. Ça rejoint évidemment le point 1. Évidemment, vous avez bien compris, hein, tout ça est complètement interconnecté. Toutes les règles d'or, elles se répondent les unes les autres. Mais si on n'a pas bien un bon cadre, bah, ça va être difficile de tenir le timing aussi, quoi. Voilà. Alice. Ouais, alors je vais compléter, par rapport à ce que tu as dit sur, le fait qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées quand comment dire? Quand le cadre, quand le timing n'est pas tenu, mais pour des éléments qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, enfin, ou en tout cas que sur le moment on ne maîtrise pas, par exemple des élus qui parlent super longtemps en intro, un démarrage, tardif parce que, un événement, un imprévu, que sais-je, l'intervenant qui est, à la bourre, voilà. Hem et donc ces éléments-là, en réalité, par exemple un élu qui parle trop, il y a je dis pas que c'est facile de préparer, les élus, en amont. Je suis moi-même élue, donc je sais de quoi je cause. Ça peut être, compliqué de préparer les élus, mais il faut bien se dire et pas hésiter en tant qu'agent et agente, quand on travaille avec nos élus, pour, préparer un temps participatif. Il faut bien se dire que le timing de la réunion, il est super important.
c'est une question de respect et que, c'est important de se dire, «On a prévu 5 minutes, on tient 5 minutes et OK, de quoi on va parler? Qu'est-ce que vous voulez dire?» et enfin, vraiment de préparer ce temps. Alors sans forcément dire, ben, à chaque fois vous parlez pendant 20 minutes, c'est compliqué et tout ça, je me doute bien que c'est pas facile à dire, mais, vraiment ce sont des choses, ça peut se nommer et se travailler en amont. Parce que effectivement c'est la meilleure manière de se flinguer, le temps, après quand on ne maîtrise pas l'intervention, et notamment les interventions initiales. Évidemment, il y a toutes les dimensions de la souplesse, de s'adapter et cetera. Nous-mêmes, pour tout vous dire, on s'est dit: «Ben, la préparation de ce temps-là, c'est un peu inédit pour nous de d'animer, enfin, c'est complètement inédit d'animer un temps participatif en visio» et du coup, on s'est dit: «OK, si la première partie, c'est un peu galère le klaxon, bah, la deuxième partie, on le fait différemment, on s'adapte, on ajuste et cetera», bien évidemment pour tenir le timing et pour que ce soit, chouette pour vous. Hem, Ça rejoint un autre post-it sur les formats. C'est-à-dire que le timing, c'est aussi à quelle heure, à quel moment on anime ces temps-là. C'est souvent en soirée. Les gens, ils ont leur journée, dans les pattes, et c'est hyper important, de bien respecter les horaires, mais aussi, de d'avoir un peu de légèreté ou en tout enfin pas de légèreté, c'est pas le bon terme, en tout cas de respiration, dans ces temps de travail. Ils peuvent être, évidemment très sérieux, heu, voilà. J'ai fait à peu près le tour. On peut Ouais, passer à l'élément allez, numéro on y 3. va. Je prends un peu le TGV sur celui-là. Répartir la parole de manière équitable, c'est quand même assez important parce que on observe, enfin, c'est observé partout, beaucoup, beaucoup trop. Répartition notamment inégale de la parole entre les hommes et les femmes, par exemple, qui fait, alors là, je parle entre les hommes et les femmes, mais ça se joue à plein de niveaux de discrimination différents, qui fait que du coup, bah, on n'a pas une parole diverse en fait. C'est surtout ça qui est important. Mmh. Donc voilà, certaines personnes ne se aussi, il faut pas nier le fait que certaines personnes ne vont pas se sentir légitimes à parler devant, par exemple, un grand nombre de personnes. Donc là, ça tient du format, mais aussi parce qu'ils ont peut-être ils ont l'impression de pas bien maîtriser le français ou voilà. Donc il faut être assez voilà, on constate ça souvent. Et puis au niveau, bah voilà, ça pose des enjeux de légitimité de la parole citoyenne et de favoriser la participation citoyenne dans la diversité. Notamment, Alice aussi, tu précisais, notamment aussi en regard de la parole experte, hein, c'est ça que Oui, tu rajoutais. complètement. Je vais, juste rebondir sur, les post-it que j'ai pu lire. J'ai pas fini. En fait, en gros, il y a 2 sujets dans la question de la répartition de la parole. Il y a à la fois ceux qui parlent trop, qui monopolisent la parole et ceux qui ne parlent pas, qu'on n'entend pas. La question de ce qui est nommé dans un des post-it comme, les silencieux. Hem Je pense, sincèrement que ça se nomme, même publiquement, de dire, mais ça peut être, c'est sans agressivité évidemment, mais de dire: «Excusez-moi». Alors il faut aussi engager le corps, hein, mais voilà, ça peut se nommer, l'enjeu de, enfin cette question de la répartition de la parole et de quelqu'un qui parle beaucoup trop. Hem, je suis en train d'aller complètement sur les leviers alors qu'on est sur les constats et les enjeux. Mais en tout cas, hem, ça pose une vraie question de, pour moi, dans les enjeux sur cette question-là, ça pose la question de on demande à la démocratie participative de pallier tous les écueils de la démocratie représentative. On veut que tout le monde soit représenté, qu'on entende les silencieux, ceux qui ne votent pas forcément et cetera. On veut tout et que ce soit parfait. Les enjeux que ça pose, les démarches participatives sur cette question de la parole et de qui parle, évidemment qu'il y a, ceux qui viendront de toute façon et c'est les enjeux que ça pose, c'est qui est-ce qu'on veut aller chercher absolument et qu'on veut entendre absolument? Et donc derrière, ça va être, quel format on met en place, comment on peut trouver des solutions, des leviers, qu'on pourra aborder, tout à l'heure. Et on en revient effectivement à la question méthodologique. Si on a bien travaillé sa démarche et sa cible, et ben, on peut mieux s'adapter. Complètement. On passe au suivant? À la Oui, règle numéro 4. Donc là, c'était sur l'écoute active. Ben, le constat, c'est que du coup, on a des réponses qui sont faites à côté des questions posées.
Voilà, les élus et les agents qui vont peut-être pas forcément prendre part au débat, qui observent, qui restent debout pendant que les citoyens travaillent aux tables. Donc, du coup, voilà, euh, des petits biais comme ça. Et puis, bah voilà, ça rejoint aussi des personnalités qui aiment bien s'écouter parler. Alors là, je parle vraiment aussi pour moi-même, Mmh. hein. À chaque fois, c'est pas des jugements hein, quand je parle des personnalités ou des biais. C'est vraiment plus pour essayer de se dire aussi nous-mêmes, comment on appréhende tout ça. Du coup, ça pose quand même des enjeux de prise en compte de la parole citoyenne et encore une fois de respect de l'engagement citoyen. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, de confiance. On retrouve cet enjeu de Mmh. confiance ici. Je te laisse peut-être, compléter, Alice, ou tu veux que je le fasse? Ouais, Avec les deux derniers, tu parlais aussi de la oui. participation des agents, des élus et Bah, en fait, moi, je trouve ouais. aussi que ça pose un enjeu de, hem, très souvent, quand, enfin, si vous avez été à animer un temps participatif, les élus et les agents vont avoir tendance à dire, «Non, non, mais nous, on est là, on se met sur le côté, on observe, enfin, on participe pas, on veut pas phagocyter la parole, on veut pas influencer la parole et cetera, donc on se met en retrait». Hem, il nous semble que cette posture-là, elle renforce des mécanismes qui sont pas très constructifs dans la démocratie participative, à savoir de mettre sous les feux du projecteur la parole citoyenne, on écoute les citoyens et de ne pas regarder comment cette parole est entendue par les institutions et comment effectivement on s'assied à la même table, que je sois élu, agent, agente, citoyen, citoyenne, représentant associatif, peu importe, enfin, peu importe la casquette que je porte, à un moment donné, on s'assied à la même table et on réfléchit à un même sujet. Bien sûr que derrière, il y a des dimensions d'arbitrage et de qui a la la capacité à trancher, à arbitrer. Mais à un moment donné, comment on arrive à faire, à discuter du même sujet? Je vois dans le chat, une intervention sur le fait que je suis favorable au retrait des agents dans certaines réunions, car il y a un effet de domination sur les citoyens. C'est encore une question de posture. J'entends tout à fait le fait que c'est compliqué, si des agents, effectivement phagocytent la parole. Donc ça doit aller de pair avec un travail de formation, sur la manière dont on se comporte, dans ces temps-là. Mais en même temps, si les agents n'entendent pas ce qui est dit, c'est, aussi, très compliqué de faire évoluer ensuite le projet et d'avoir juste de la parole rapportée et que les échanges n'aient pas été directs pour faire évoluer les choses. Hem voilà les éléments d'enjeu, que je souhaitais, ajouter. Ça Est-ce qu'il y a marche. Alors, des post-it qu'on a oubliés, Axel? moi, je sais pas. Non? Ah OK, pardon, je croyais que tu regardais les post-it pendant ce temps. Non. Excuse-moi. Vas-y, enchaîne. J'enchaîne, sur s'exprimer de manière. Non, mais c'est bien, on est flexible, on le fait en direct. S'exprimer de manière claire et compréhensible par tous, bah, en fait, voilà, le constat, c'est qu'on est beaucoup sur des acronymes et des termes techniques et qu'on s'en rend même plus compte, en fait. Et que du coup, on perd un peu les participants, les participantes. Mais des fois, on perd même les élus parce qu'ils sont pas forcément spécialistes Mmh, aussi de tous les sujets, donc, ou du fonctionnement de l'administration. Ça dénote pas assez de pédagogie, bah, forcément ça peut conduire à un sentiment d'exclusion et de frustration. Aussi un sentiment de condescendance, c'était dit un peu, par rapport au point d'avant, le fait que, voilà, les agents soient un peu en surplomb comme ça et les élus aussi parfois. Et puis, ben, pour nous, ce qui peut se jouer, c'est qu'en fait, pour certains d'entre nous, certains sont fonctionnaires et travaillent à ces questions, puis pour d'autres, viennent d'autres horizons et arrivent dans l'administration pour travailler à ces sujets. Et puis on oublie qu'en fait, avant, on comprenait rien et que du coup, voilà, donc il y a aussi ce fait-là. Ça pose évidemment des enjeux d'accessibilité, de respect et puis aussi, bah, voilà, pour travailler, ensemble, ben, voilà, comme tu le disais Alice, il faut avoir un socle commun et parler le même langage, sinon on n'y arrive pas. Voilà.
Est-ce que j'enchaîne Ouais, un tout peu à sur fait. les 2 derniers? Juste Mmh. préciser parce qu'il y a, Ouais. les post-it rejoignent complètement, ce que tu viens de d'énoncer, mais il y a un post-it que je trouve intéressant qui ajoute un élément, précision versus inclusivité et effectivement, je trouve ça super intéressant. Moi, j'aime beaucoup la phrase d'Albert Camus qui dit: «Mal nommer les choses, c'est a ajouter au malheur du monde». Je l'ai je l'ai peut-être pas bien dite exactement, mais en tout cas, j'ai peut-être mal nommé les choses. En tout cas, moi, j'y tiens beaucoup à être précise, à utiliser les bons mots, à être, c'est hyper important, notamment sur les sujets d'aménagement, c'est toujours assez technique, assez précis. Ça n je La précision n'empêche pas l'inclusivité à partir du moment où on explicite, qu'on Mmh. n'acronymise pas les choses, et qu'on explique ce qu'il y a derrière, un concept, une règle de droit ou, enfin voilà, ce qu'il y a derrière chaque élément pour créer ce socle commun. Les enjeux de Et pédagogie, ouais, toujours. Mmh. tout à fait. Parce qu'il y a quand même aussi des enjeux d'acculturation effectivement pour que les personnes puissent s'exprimer aussi, mais ça demande aussi du temps, il faut arriver à le prévoir dans la démarche. Sur le volet restitution, parce que c'est un volet, qu'on a voulu rajouter à la restitution et l'évaluation, les 2 derniers, parce que c'est bien souvent un peu des impensés qu'on oublie un peu parce qu'on a la tête dans le guidon et pas trop le temps. Bah, justement la restitution, bah, une fois la parole citoyenne recueillie, plus d'infos sur les suites, hop, donc bah, ça donne aux gens le sentiment qu'ils ont participé un peu pour rien. Et puis, bah, nous de notre côté, des fois, on le fait pas parce que, bon, bah, c'est chiant, puis c'est bon, on a déjà la matière, on a ce qu'il faut, quoi. Et puis parce qu'on nous demande des résultats rapidement, parce qu'il faut avancer, il faut passer à Mmh. la marche suivante et cetera. Et c'est quand même, là aussi un enjeu de lien de confiance et surtout de redevabilité envers l'engagement citoyen. Je fais peut-être l'évaluation en même temps, Alice, et je te laisse ensuite, Ouais. tu ce qui est dit dans les post-it. Là, c'est pareil, ben, en fait, comme on fait souvent le constat des mêmes choses qui fonctionnent pas, bah, enfin, on les constate, un peu a posteriori en disant: «Ah ouais, là, ça a pas trop fonctionné». Mais là, pareil, comme on a un peu la tête dans le guidon, c'est déjà des fois un petit peu compliqué de se poser pour aller se dire: «Bon, on va quand même prendre ce temps de se dire qu'est-ce qui s'est passé?» Et donc on avance et sans se poser pour réfléchir à cette répétition du truc qui fonctionne à chaque fois pas, mais finalement c'est voilà, on est un peu pris dans une spirale où on a du mal à sortir un peu la tête pour dire: «Attends, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé là et pourquoi ça se reproduit?» C'est là, ça rejoint aussi des difficultés alors à la fois dans l'organisation du travail, mais aussi des fois à se remettre un petit peu en question nous-mêmes parce que, bah, quand on travaille aussi sur ces questions-là, de participation, on nous demande, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, d'être flexible, créatif, tout ça et que du coup, bah, parfois ça peut être compliqué de se remettre en question. C'est quand même un vrai enjeu d'amélioration continue de la participation citoyenne qu'on va délivrer aux participants et aux participantes. OK. Alice, est-ce qu'il y Alors, a des j'ai choses pas eu le temps à de lire ouais, toute l'évaluation, mais ouais, j'ai par rapport à la question de la restitution, plusieurs points, de contribution, de vous-même, que j'ai relevés. Un élément hyper intéressant, super important, c'est la question de comment on restitue des points de vue qui sont différents. Et ça, c'est un écueil qu'on a très souvent dans les démarches participatives, c'est qu'on va forcément, pour synthétiser, on va, heu, on va faire un peu entonnoir et on va donner comment dire? Hem, parfois une illusion de dimension collective à des propos qui potentiellement ont été dits une fois par une personne. Et on a rarement dans les comptes rendus et cetera le nombre de personnes qui, on va dire, qui convergent, qui sont, favorables à ce point de vue ou voilà, donc effectivement, il y a cette dimension-là qui peut être complexe et la dimension de comment on donne à voir qu'on n'est pas forcément toutes et tous d'accord sur ces différents sujets et je pense que c'est un grand enjeu démocratique, effectivement, d'arriver à restituer les différents points de vue et de trouver des formes, des formats, qui nous permettent de le faire. Et d'ailleurs, il y a pas mal de contributions sur les formats, sur la dimension, la restitution, c'est chiant. C'est une réunion avec un PowerPoint. Quand on passera plutôt au levier, j'y reviendrai, donc je m'attarde pas trop sur ça. Et un dernier élément qui est relevé, c'est la question des étapes, des jalons, de restitution dans un projet au long cours. Notamment, on sait que, bah, les projets d'aménagement, par exemple, désolée, hein, je suis un peu monomaniaque, ils
ils sont très longs, ils sont vraiment sur le temps long et en plus, c'est un temps qui est pas du tout le temps habitant. C'est un temps bien plus étiré, bien plus long que le temps citoyen et donc c'est super important de marquer des étapes, de marquer des jalons et d'être très clair effectivement sur, les enjeux de ces différents jalons. Est-ce que tu as pu regarder les post-it de l'évaluation? Parce que j'ai pas eu le temps de regarder, vous avez Non. beaucoup contribué, vous avez donné plein Ouais, d'idées, c'est c'est vraiment cool. vachement bien. Mais de toute façon, sachez qu'on va reprendre, par rapport aux Mmh, contributions et compléter le klaxon qui servira de compte rendu. Donc, dans le compte rendu, il y aura nos apports plus ce que vous avez mis et si on les avait pas pensés dans les apports, on ajustera les leviers en fonction. ce que j'avais vu moi essentiellement juste sur l'évaluation, c'était, le la dimension de, bah, ouais, mais c'est un truc en plus en fait. Ouais, C'est c'est un ça. truc en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire des indicateurs, mais quoi? Des indicateurs quantitatifs. Si c'est des indicateurs quantitatifs et ben, est-ce que c'est vraiment enfin, est-ce qu'on peut vraiment mesurer une démarche participative avec du quantitatif? OK, mais alors si c'est du qualitatif, ça demande un travail d'évaluation énorme, et cetera donc c'est cette dimension-là de OK, l'évaluation super important et l'évaluation des politiques publiques super important, mais comment on fait? Et deuxième élément que j'ai retrouvé pas mal dans les post-it, c'est OK, c'est cool, mais c'est toujours en option dans les marchés, Mmh, c'est toujours, enfin, c'est le bonus quoi, c'est le mmh. plus et en réalité on l'active, quasiment jamais, à moins que la collectivité soit effectivement, vraiment, partie prenante de ces sujets-là, force de frappe, pour, que vraiment intégrer ce sujet, comme c'est le cas de la ville de Strasbourg, par exemple, et de vraiment travailler sur l'évaluation. Bah, justement sur cette question et ça fait le lien vers la question des leviers, on va glisser doucement vers les leviers et essayer de le faire de façon assez, concise. Là, on pensait faire du participatif, mais du coup, comme il y a eu, voilà, plein de choses au départ, je pense, si ça te va Alice, qu'on va, Ouais, switcher, par rapport aux leviers sur les solutions qui répondent aux freins que vous avez déjà et aux enjeux que vous avez déjà identifiés, qu'on a identifiés tous ensemble. Et pour essayer de se garder 10 minutes à la fin où vous pourrez aussi nous dire par rapport à ces leviers-là, qu'est-ce que vous identifiez comme frein, a priori, si c'est des leviers que vous aviez pas encore, essayés, qu'est-ce qui voilà et là, on pourra essayer d'ouvrir, les micros. Hem et donc, oui, bah, sur l'évaluation, bah, c'est clairement une histoire d'outils. Nous, on a mis en place un questionnaire, à destination des agents et un à destination des habitants. Et à la fin d'une démarche, enfin, donc au début de la démarche participative, on en parle. On a déjà identifié des indicateurs qui répondent bah, aux objectifs de la politique de participation citoyenne de notre collectivité. Et ce questionnaire, il est prêt sur le logiciel. Quand, des collègues veulent, l'utiliser pour les habitants, ben, on le duplique et puis ils gèrent les résultats et cetera. Et nous, à la fin de l'année, on compile tous les résultats habitants et à la fin de chaque démarche, on l'envoie à tous les collègues qui ont fait une démarche participative et à la fin de l'année, on compile tous les résultats. Ça vient de sortir, hein, donc c'est work in progress. On n'a pas encore du coup les statistiques, mais en tout cas, l'accueil finalement pour les collègues, moi aussi je pensais: «Ah, ils vont me dire c'est encore un truc en plus». Mais en fait, ce qui leur manquait, c'était juste un outil pour que ce soit tout simple à gérer pour eux. Et s'ils ont, les infos au départ des données qu'ils doivent collecter et ensuite un questionnaire qui arrive tout cuit chez eux, ils ont plus qu'à cliquer le lien et remplir leur data et bien finalement ça se fait. Ça se fait sur du évidemment, on est plus sur du quantitatif. On essaye d'avoir quelques données qualitatives, mais c'est plus compliqué évidemment vous le savez, à gérer, ce genre de données. Voilà, il y peut-être a que une personne, dans le ouais, chat, Camille, qui demande: «Peut-on voir ce questionnaire pour avoir des mais tout à exemples fait. d'indicateurs?» Je le donnerai à Anouk qui pourra le joindre au compte rendu. C'est vraiment un exemple. Nous, on l'a fait en co-construction ici avec les collègues qui travaillent tous sur la participation citoyenne et les collègues de la direction de l'évaluation aussi. Je peux vous l'envoyer. C'est vraiment, voilà, on a essayé de faire en sorte que ce soit un truc qui soit pas trop long à remplir, mais qu'on ait quand même assez de données pour nous répondre à nos objectifs. Je voudrais bien ajouter un truc sur Ouais, l'évaluation. vas-y. Hem, alors moi je suis prestataire, donc je réponds à des marchés publics et je confirme, par rapport à ce que vous aviez mis dans les post-it, que c'est jamais, la priorité et que même si on le propose, on est obligé de le proposer en option parce que sinon, ça coûte trop cher et cetera. Bon, nous on a trouvé une astuce, quelque part, enfin quelque chose qui fonctionne assez bien et qui est assez riche en général. C'est qu'à chaque fois qu'on accompagne une collectivité sur une démarche participative, on
on propose, comment dire? Tout ce qu'on fait dans la méthodologie, dans la manière de travailler et cetera, à chaque fois, on fait des encarts. Par exemple, dans les comptes rendus, on fait une version pour la maîtrise d'ouvrage spécifiquement avec des encarts sur quel outil on a utilisé, pourquoi on l'a utilisé comme ça, comment on a animé la réunion et cetera. Enfin voilà, avec des petits tutos, des petits mémos, méthodologiques pour vraiment transmettre, les éléments, les difficultés qu'il y a eu et cetera. Et du coup, au lieu de proposer une évaluation, qui va être, «Oh ben là, ça on c'est pas la priorité». On propose un temps de «formation» entre guillemets. Alors c'est pas de la formation au sens, Calliope, hein, mais, un temps de transmission, de passation, de formation des agents, agentes et élus qui ont participé à la démarche, pour reprendre un peu tous les éléments, qu'on a utilisés dans la démarche, comment, elles et eux pourront s'en saisir et cetera. Et en fait, ce temps-là, il permet de faire un super débrief de toute la démarche et de décortiquer, ce qui a été perçu comme, enfin, ce qui n'a effectivement pas fonctionné, ce qui a été perçu comme n'ayant pas fonctionné, mais qui en fait, nous, on dit: «Mais on sait que, ben, si, ça a été hyper riche pour la démarche». Pouvoir travailler sur tous les a priori, par exemple, «Ah bah, c'est super, il y avait ça a super bien marché, il y a pas eu de conflit» ou «Ah c'est nul, il y avait pas beaucoup de monde» ou voilà et de voir, OK, il y a quoi derrière ça? De quoi vous causez et pourquoi, on enfin aborder tous ces sujets-là et ce temps de transmission, il permet de faire l'évaluation sans la nommer. Alors c'est un peu bizarre de le dire comme ça, hein, mais parce que ce serait bien de pouvoir la nommer et de se dire: «Bah, ouais, ouais, c'est hyper important, il faut le faire». On Mais en s'adapte, tout on cas, on a s'adapte. voilà, on a trouvé cette manière de faire C'est qui pas qui mal. aide pas mal. Ça marche. Alors, on repart sur la première règle d'or qui était de poser et tenir le cadre de la démarche participative et de la réunion. Donc, l'idée, c'était de mettre en place dans les leviers, voilà. Il y a plusieurs choses. Je vais malheureusement devoir aller assez vite parce que l'idée, c'est que vous ayez plusieurs idées. Et ensuite, moi, de toute façon, Anouk, il y aura mes coordonnées, hein, je crois, où je peux les mettre dans le chat. Si vous avez des questions après, il n'y a pas de problème. On peut évidemment prolonger les échanges. Moi, je peux rester encore un peu après 11h30 aussi, si besoin, et si certains et certaines sont disponibles et veulent poursuivre les échanges. Et on peut créer d'autres espaces si besoin. Mais l'idée, déjà, pour caler le cadre, c'est déjà de savoir de quoi on parle et donc de mettre en place des niveaux de participation qui sont bien définis et de se dire cette démarche, elle rentre dans quelle case. Et du coup, après, on peut communiquer sur ce niveau de participation et ça génère quand même un peu moins de frustration. Le fait aussi de créer des espaces de partage d'expérience, là je parle vraiment plutôt entre agents ou entre agents et élus, pour se dire comment on a vécu certains temps, comment, alors ça rejoint un peu ce que tu disais Alice aussi par rapport à l'évaluation, mais ça permet aussi d'être dans une dynamique d'amélioration continue et puis de s'inspirer aussi pour les personnes qui débarquent sur le sujet. De créer aussi des espaces pour construire des outils ensemble. Donc ça va plutôt être en interne où on va essayer de créer des outils ensemble. Ça permet qu'ensuite, quand on va aller faire un temps participatif à plusieurs agents ou élus, du coup, on parle déjà le même langage. En fait, l'idée derrière tout ça, vous comprenez vers où je veux en venir. L'idée, c'est d'avoir une montée en compétences collective de la collectivité qui permet que quand on va devant les habitants, c'est moins flou parce que nous-mêmes, entre nous, c'est déjà moins flou. Évidemment, ça va avec le fait d'avoir un centre de ressources, une boîte à outils, de créer, ça a été un des enjeux qui avait été bien identifié, de créer un plan de formation aussi. Et donc, au-delà de ce temps en interne qui va nous permettre de monter en compétences, une fois qu'on est formé, etc., ça va être aussi plus facile de définir collectivement et en transversalité. Alors évidemment, ces deux choses avancent un peu ensemble. C'est vraiment incontournable pour moi, pour nous, et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas nous ici, c'est de prendre le temps, et je sais que c'est difficile des fois pour certains de le faire, mais de définir collectivement et en transversalité, avec les agents, avec les élus, pour répondre à certaines questions ensemble. Pourquoi on va voir les habitants? Pourquoi? Comment on les sollicite? Qui y va? Quel cadre? Quels invariants? Et ça, c'est vraiment à définir ensemble avant d'aller démarrer la démarche, avant d'aller dans cette réunion publique. Parce que si on parle le même langage et qu'en plus sur le sujet, on est tous au clair de ce qu'on va demander aux habitants, ça va quand même permettre de mieux tenir le cadre ensemble après. On sera plus solidaire pour tenir le cadre ensemble de la démarche. Je sais que c'est parfois compliqué, mais c'est vraiment souvent des impensés. On se dit, bon, on fait le projet, puis là, on va faire une réunion publique, allez, vas-y, machin, tu réserves une salle, et puis machin, tu gères avec l'agenda des élus la date, et puis voilà, et puis on y va, quoi. Mais non,
ces temps de préparation, ils sont vraiment importants. Et il faut parfois se dire que peut-être, il faut peut-être faire moins de participation, mais essayer de le faire, mieux, en prenant plus le temps de le faire. Un dernier 2 derniers éléments, c'est aussi de préparer donc ce temps participatif. Alors là, je parle vraiment aussi d'un temps vraiment précis et ça rejoint ce que disait Alice, donc je vais passer assez vite. Nous ici, on a un protocole, de gestion des réunions difficiles. Donc quand on identifie que les réunions, elles vont être, qu'on va se faire, défoncer la tronche, hein, on va le dire, voilà. Pardon, c'est pas très beau, mais c'est une réalité du terrain. Moi, j'ai des collègues qui me disent: «Ah non, mais ça fait 3 jours que je dors pas, je mange plus», enfin voilà. Non, mais c'est pas des blagues, c'est là aussi, ça rejoint quand même des questions de santé au travail, parce qu'on le sait toutes et tous que la société se tend de plus en plus, c'est de plus en plus violent, c'est de plus en plus violent derrière les écrans, mais aussi en présentiel. Et du coup, ça s'accompagne. Donc nous, on a mis en place un protocole des réunions difficiles où on oblige, et c'est porté aussi par notre élu et par la maire, on oblige les élus à faire ce temps d'une heure où on va se, enfin, selon l'importance de la réunion, de une demi-heure ou une heure, où on va se partager qui va faire quoi pendant cette réunion, qui va animer, qui a légitimité à être gardien ou gardienne du temps et à couper la parole pour tenir le timing, ça rejoint le point 2. Qui va apporter les éléments techniques? Qui va gérer les personnalités difficiles quand il y a quelqu'un qui va essayer de prendre la parole et de hacker la réunion, etc., etc. Et ça, c'est des bonnes pratiques qu'on devrait faire tout le temps, qu'on ne peut pas faire tout le temps. On essaye d'infuser cette bonne pratique petit à petit. Les collègues et les élus commencent à voir l'intérêt, donc petit à petit, ils le font. Mais par contre, c'est incontournable pour les réunions difficiles. Sinon, la réunion, on ne la tient pas. En fait, on n'y va pas. Voilà. Donc, c'est aussi faire prendre conscience à tout le monde que c'est pas neutre en termes de santé au travail. Voilà. Puis bon, après, les choses assez classiques, annoncer le cadre de la réunion et si ça, et si ça sort du cadre, eh ben on arrête. Voilà. C'est pas toujours simple. Mais en général, on a à le faire une seule fois. Parce qu'après, ça fait tellement d'émules que bah, les gens, ils arrêtent en fait et ça se fait plus facilement. Voilà. Il y a à la fois un côté prévention, puis un côté comment on gère. Alice, tu voulais rajouter aussi quelque chose par rapport à ça? Oui, je voulais indiquer, je rejoins complètement ce que tu disais sur, le fait de définir collectivement transversalité en amont, pourquoi on y va, quel est le niveau, comment on sollicite les habitants, quel est le, hem, enfin, voilà, tout ce que tu disais tout à l'heure. Nous, on utilise un outil qu'on a créé, une petite grille que pareil on pourra joindre, avec le compte rendu et puis, le questionnaire d'évaluation dont parlait Axel tout à l'heure. On l'adapte en fonction des contextes, en fonction du projet, ça va pas être exactement les mêmes, questions, mais en gros, ça donne une base, et on fait une réunion dédiée. Une réunion de cadrage de la démarche participative, dans lequel on prend vraiment le temps de définir tous ces éléments dont tu parlais. Hem, Ça d'une part. D'autre part, on fait un temps spécifique avec les élus sur quelle place vous souhaitez prendre dans cette démarche et parce que la question du cadre, c'est aussi la question du cadre politique et du portage politique et comment, nous, il nous semble qu'un élu qui vient en début de réunion, qui parle et qui s'en va, alors ça rejoint encore, la question de est-ce qu'on veut pas influencer, on veut pas phagocyter et tout ça. Hem, ça m'apparaît, très problématique, à moins que ce soit un élu super toxique qui empêche les gens de parler. Sinon, c'est à quel moment on crée, ce collectif qui réfléchit ensemble? Donc c'est hyper important d'aborder, quelle va être la place des élus, quelle va être la place des agents et agentes, et comment on va organiser les choses et comment on veut le faire ensemble, en amont. Et se poser toutes ces questions, c'est des questions qui fâchent, mais elles fâchent, bien plus si on les a pas anticipées que si on se les pose au début. Exactement, Hem, parce qu'un élu qui mmh, a pas, juste pour compléter, un élu qui a pas sa place, qui sait pas trop où il va faire, bah, il va mmh, prendre les 20 minutes au lieu de 5 en fait qu'on lui a donné. Parce qu'il a pas compris où était sa place et où était sa légitimité à lui en tant qu'élu. Donc si c'est clarifié avant, voire c'est des propositions, puis on peut l'ajuster avec eux en fonction, mais on est juste au clair de se dire par contre si on respecte pas ça tous ensemble, on n'y arrivera pas tous ensemble, en fait. mmh. Moi, ça m'est même déjà arrivé d'avoir à répondre à des questions qui n'étaient absolument pas de mon ressort, Voilà. parce que l'élu était hyper stressé en fait, avait pas été Mmh. préparé et du coup le projet d'aménagement a amené des questions sur la politique de l'habitat et pourquoi la mixité, logement social et cetera. Enfin, clairement, c'était pas du tout à moi de répondre à ces questions et l'élu, il était tellement en difficulté qu'il m'a enfin voilà, il m'a donné la parole donc moi j'ai répondu, mais par rapport à mon positionnement politique en plus donc
et il est venu me voir à la fin pour me remercier parce qu'en fait, il savait pas comment gérer et cetera. Mais ça montre bien que, c'est de l'impréparation, de ce temps-là, en amont et pour lui, c'était hyper inconfortable, très, très désagréable, ce que je veux bien croire. Mais donc vraiment, c'est aussi pour, les personnes qui interviennent que c'est super important de travailler ça. De toute façon, c'est comme, On avance. ouais, c'est comme pour Pardon. les enfants. Si les enfants ils sont bien, si les parents ils sont bien, les enfants ils seront bien. Bah là, c'est pareil. Si les animateurs et les animatrices ils sont bien, bah ça va quand même mieux se passer. Ça infuse une ambiance quand même un peu plus sereine. Sur la deuxième règle, bon, on a quand même dit pas mal de choses sur la première, hein, qui vont infuser dans les autres règles, donc je ne veux pas passer trop de temps. Mais effectivement, si on parle le même langage qu'on a défini collectivement et légitimé collectivement qui va être gardien du temps ou animateur, animatrice, et que cette personne, bah, c'est elle qui va pouvoir porter ça. Elle aura la légitimité à couper les gens, c'est quand même plus, voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a un truc un peu touchy, hein, c'est que cette personne, il faut qu'elle assume cette posture à la fois de façon ferme, mais agile et agréable à la fois. Oui, c'est pas toujours c'est un petit peu contradictoire parfois, mais c'est quand même important. Et évidemment, c'est aussi important de travailler en amont sur la facilitation et l'animation pour rythmer chaque temps, par exemple, de la réunion ou chaque temps de la démarche. Parce que du coup, bah, ça permet aussi de se retrouver, d'avoir un objectif bien défini pour le temps et ça rejoint le cadre d'avant. Si on sait ce qu'on doit y faire, ben on peut dire ah là par contre c'est sympa et c'est une très bonne idée, mais frigo, hop, ce sera pour la réunion suivante. Sur le troisième levier, pour répartir la parole de manière équitable, bon ben ça tient vraiment de la formation. Donc là, on va pouvoir donner des petites animations, mais ça tient vraiment d'une formation spécifique sur la facilitation et l'animation. Bah, il faut arriver à observer. C'est pas évident, d'animer parce qu'il faut arriver à bien écouter, bien observer les participants, prendre les tours de parole, les tenir, peut-être des fois prendre les questions en bouquet, en prendre plusieurs d'un coup, faire les réponses, et cetera. Hem et puis, alors ça, c'est une suggestion parce qu'on a aussi de la formation à la participation citoyenne égalitaire et inclusive. Bah, c'est parfois aussi peut-être de tenter la fermeture éclair. Je sais pas si vous êtes familier avec ça, bah, c'est-à-dire annoncer au départ: «Alors, bah, comme on a constaté que certaines personnes ne prenaient certaines parties de la population prenaient moins la parole, et ben, on propose, de faire un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme». Alors en général, ceux qui râlent le plus, bah, c'est souvent, des femmes d'un certain âge, qui ont pas forcément voilà. Mais après ça pose tout plein de questions évidemment, c'est pas aussi simple et c'est pas une baguette magique. Mais en fait, c'est marrant parce que ça au début, on le faisait un peu, en mode, «Ça va pas le faire, ça va pas le faire» et en fait, petit à petit, ça se fait de plus en plus et ça rentre dans les mœurs et ben, du coup, c'est toujours une victoire de gagner sur ces questions d'inclusivité. Et Je puis voulais là bien aussi rebondir, ah ouais, pardon. vas-y. Je Non, finis je juste croyais le que tu dernier point. ouais, ouais, vas-y, bien sûr. Sur, pour répartir la parole de façon équitable, bah, faut pas oublier qu'en fait, il y a quand même quelque chose, en France, hein, il y a quand même la prime au gueulard, hein, donc c'est celui qui va crier le plus fort qui va avoir, toute la place dans la réunion. Au-delà des personnes qui vont pas forcément oser s'exprimer et cetera. Donc là aussi, ça rejoint la question de travailler l'animation et la facilitation en privilégiant des échanges en petits groupes, en privilégiant un débat mouvant, parce que du coup, il n'y a pas forcément besoin de parler, on s'exprime déjà par le corps dans l'espace. Ça permet déjà de s'exprimer et c'est déjà pour pas mal de personnes. L'idée, c'est vraiment voilà, de se baser aussi sur des post-it et puis du coup, on peut voir, bah, cette personne, elle n'a pas encore déposé ses post-it, donc dans l'animation, on peut le faire. L'idée, c'est tout ça, vous voyez bien, tout ça, c'est des petits tips, mais il y en a plusieurs et vous faites sûrement aussi beaucoup déjà. L'idée, c'est de favoriser des échanges qualitatifs et de permettre au plus grand nombre de s'exprimer. Éviter peut-être aussi des réunions en plénière, là, en format cinéma, les uns contre les autres, mais plutôt favoriser des stands, euh, etc. Je te laisse compléter, Alice. Oui, simplement, c'est parce que j'ai failli le dire tout à l'heure, puis je me suis dit: «Mais non, ce sont des leviers, tais-toi». Je par rapport à ça, où vous aviez identifié dans vos papiers le fait que, il y avait un peu une dualité entre, la personne qui parle trop et les personnes qui parlent trop et les personnes qu'au contraire on n'entend pas. Alors sur les personnes qui parlent trop, moi vraiment, je suis d'avis et je l'ai fait plein de fois et c'est, assez puissant, mais de, de le nommer, en fait. On peut le dire. On est 40 dans la salle: «Monsieur, excusez-moi, vous» heu, voilà, on peut engager le corps, c'est ce que je disais tout à l'heure, «Excusez-moi, mais hem, on a 1 heure et demie là ensemble pour travailler, vous êtes déjà intervenu une paire de fois, donc là, s'il vous plaît, on va écouter, madame», que sais-je, mais en fait, c'est OK de le dire. Ça s'entend.
Il y a une manière de le dire, bien évidemment, mais on peut nommer les difficultés qui y apparaissent aussi. Et par Et rapport comme à la oui, ouais. pardon. Il y a Lucie qui disait ça aussi, il faut assumer ces inégalités. En fait, bien souvent, Mmh, quand on les nomme, tu as raison, Alice, bah, en fait, il commence à y avoir aussi de l'autorégulation. Les gens, ils prennent le complètement. relais tout seuls, en fait. Complètement et à l'inverse, sur les personnes, qu'on entend moins ou voire, pas, nous, on réfléchit beaucoup aux facteurs urbains, à la manière de aux les dispositifs, les formats qui nous permettent d'aller, collecter des paroles qu'on n'entend jamais. Hem, Où est-ce qu'on met l'énergie? Quelle personne on veut absolument toucher et on va mettre l'énergie là pour vraiment, on va pas embrasser, toute la population, on va pas être absolument représentatif, mais on va aller chercher, les personnes qu'on n'entend jamais et par exemple, juste pour donner un exemple, on a construit, récemment un temps, avec un salon de coiffure éphémère. On a fait un partenariat avec une coiffeuse, on a installé un salon de coiffure éphémère pendant une journée où les personnes venaient gratuitement se faire coiffer, se faire couper les cheveux et s'inscrivaient, au préalable, et en fait, on s'est dit évidemment: qu'est-ce qu'on a d'autre à faire chez le coiffeur que de discuter?» Et donc nous, on était là pendant que les personnes se faisaient coiffer pour parler du projet urbain, pour parler, et c'était extraordinaire parce que déjà ça crée une relation très cocon, très douce, de prendre soin et cetera, donc c'était assez magnifique, et surtout on a eu des personnes qu'on ne voit absolument jamais parce qu'en plus c'était dans un quartier, assez, précaire socio-économiquement, et c'était très puissant. Alors je donne l'exemple de ce format-là, mais on en a développé d'autres, mais toujours avec comment dire? Cette vigilance, c'est pas le mot que je veux, mais bon, hem, à aller chercher, à mettre l'énergie vers les publics avec qui on veut échanger, absolument. Puisqu'on sait que, ben, il y en a d'autres, il y en a qui viendront spontanément, qui de toute façon seront là et comment on va vraiment, hem pardon, je me suis déconcentrée. Comment on va vraiment aller chercher, ces personnes-là? Merci. Alors, on Je vois enchaîne qu'il y a sur des les choses dans le chat, ouais, j'ai pas vu. Vas-y, enchaîne et je j'ai liké au fur et à mesure ou répondu s'il y avait besoin. génial. Pour écouter, réellement les paroles, prises et être en écoute active, là aussi, ça tient vraiment de la question de la formation. Être attentive à une posture de bienveillance et de respect, évidemment, ça rejoint les premières règles d'or, hein, de travailler le cadre, le niveau de participation, la place qui est laissée à la parole citoyenne dans le projet et de la tenir tout au long de la démarche et ou de la réunion. Ce qui peut être aussi fait, un petit tip, c'est de reformuler, ce qui a été dit pour vérifier qu'on a bien compris, ce qu'a dit la personne. Donc la personne, elle se sent écoutée, puis elle peut réagir et dire: «Ah non, en fait, c'est pas vraiment ça que je voulais dire». Voilà, parce qu'en fait, chacun derrière les mêmes mots, on n'entend pas forcément la même chose aussi. Donc ça aide à ce que les gens, ils se sentent écoutés et nous aussi à mieux retraduire et à mieux comprendre leurs paroles. Si besoin, bah, il faut refaire référence au cadre. Je parle à mon nom, je coupe pas la parole, j'insulte pas, et cetera. Prévoir des conditions d'arrêt de la réunion ou d'exclusion si le cadre n'est pas respecté. C'est très désagréable, je le sais, mais si on le prévoit pas à l'avance, bah, quand on est face au cas, bah, ça bute la réunion. Voilà. Donc du coup, c'est un peu dommage pour toute l'énergie qu'on a mis à la préparer et pour, toute l'énergie que les gens ont mis à se rendre disponibles pour venir. Donc voilà. On l'a dit, prévoir un binôme, d'animation aussi, pour pouvoir gérer les personnalités difficiles en leur offrant donc un autre espace de dialogue en parallèle de la réunion. Nous, on le fait assez facilement, on implique les élus là-dedans. C'est-à-dire, bah, qu'en fait, on prévoit un binôme d'animation au départ où ça va plutôt être un agent qui anime et plutôt un élu qui est là en co-animateur, qui va présenter ses aspects politiques à lui, sa décision politique. Les agents vont présenter plutôt les aspects techniques et puis, bah, s'il y a un dérapage ensuite dans les questions, par exemple, et bah, l'élu va dire à la personne: «Bah, venez m'expliquer». Et donc, il sort un peu la personne de la réunion. Ça peut paraître être excluant au départ, mais en fait pas du tout, parce que la personne, elle a l'élu pour elle toute seule, pour lui parler de ce qui va pas. Et puis après, c'est à l'élu de se débrouiller, de se dire: «Non, mais écoutez, moi j'entends bien ça, mais là, c'est vraiment pas le lieu. Si vous voulez, bah, on cale un rendez-vous ensemble et je vous reçois et on en parle dans un autre espace». Mais voilà, ça permet juste à la personne, parce que bien souvent quand les gens, râlent aussi sur des choses, c'est que ça cache aussi d'autres problèmes. Et il est vraiment du coup important de faire venir les élus concernés. Donc nous, en général, on cale les dates des démarches participatives en fonction de leurs agendas.
et en calque, ils doivent y être et pourquoi et voilà. C'est comme le fait d'avoir aussi les bons, les bons agents et les bonnes agentes qui vont venir, pouvoir apporter les réponses techniques aussi. Parce que si on fait juste, si c'est les personnels, les agents, participatifs qui font, la réunion, ils vont super bien l'animer, mais il y aura beaucoup moins, forcément selon les sujets, on n'est pas expert de ces sujets, donc c'est important que les experts puissent être là. Mmh. Je te laisse compléter. Oui, j'aurais voulu compléter, par une image. Hem, Quand on est, élu ou agent et qu'on travaille sur un projet, on est autour en réunion et on débat, on dit: «Ah OK, on va plutôt dans ce sens, non, on fait plutôt comme ça et cetera. Est-ce qu'on, heu, est-ce qu'on aménage, est-ce qu'on fait, 6 places de stationnement, 8, est-ce qu'on met des arbres, est-ce que machin?» Bon, on réfléchit au projet, on en discute, et ça évolue petit à petit à petit, on prend des décisions et cetera. Pour moi, une démarche participative, le principe, c'est que cette table-là, autour de laquelle on a, des élus, des agents et cetera qui discutent, on l'ouvre, on l'agrandit et on ajoute autour de cette table, des acteurs, qui ne sont pas traditionnellement autour de la table, qui vont être, ce qu'on appelle, classiquement des habitants, mais en réalité c'est ils sont là à différents titres, c'est être des représentants associatifs, des commerçants, heu des parents d'élèves, des riverains, des et cetera et cetera. Et donc on ouvre le cercle. Ça ne veut pas dire que la décision, elle est absolument, partagée à tout ce cercle, mais c'est le cas également dans une réunion technique, entre agents et élus. Tout le monde n'a pas le même pouvoir décisionnel et ça n'empêche pas de discuter, et d'échanger, sur le sujet, qu'on a en commun. Donc on élargit ce cercle et on s'assoit à une même table pour discuter d'un sujet et donc on attend sincèrement quelque chose de l'autre et c'est à ça que je veux venir. C'est que en tant qu'agent et élu, quand on participe à des temps participatifs, pour moi, enfin vous l'aurez compris, hein, je trouve ça délétère que les agents et les élus ne participent pas au temps participatif. Soit à côté en train de regarder ou soit carrément pas là. Je pense que c'est une occasion d'élargir l'équipe projet, d'élargir la réflexion collective. Évidemment qu'il y a des niveaux de comment? De décision, de pouvoir. Il y a des rapports de pouvoir, on peut pas les nier, Mmh. évidemment. Des Mais niveaux à un moment, d'implication aussi, ouais. des niveaux d'implication, mais à un moment, on est en capacité de discuter ensemble. Hem, Dans ce cadre-là, évidemment, juste une petite incise, le langage non verbal, le langage corporel, il est super important. Encore une fois, si, il y a des gens qui sont en train, enfin là, vous ne me voyez pas, mais enfin pas bien, mais il y a des gens qui sont assis à une table en train de travailler et que moi je suis là comme ça à côté et que je regarde ce qui se passe comme ça. Bon, ça marche pas du tout en visio, ça marcherait beaucoup plus en live. Mais je regarde ce qui se passe, j'écoute et puis, et ben, c'est pas du tout la même chose que d'être partie prenante à la table en disant: «Ah attendez, OK, et on le dessine comment ça? Vous le dessinez comme ça? Ah OK» et cetera. Je vois dans le chat, Alice, tu parles du format fishball. Et ben, si c'est ce que je décris, ça alors je connais pas, mais OK. Bah, je vais aller, approfondir, et chercher c'est l'approche que pratique Fréquence Commune, un très bel exemple avec la ville de Poitiers. Et ben, génial, merci pour ce partage parce que je co je ne le nommais pas, en fait. Je l'explicitais, mais je le nommais pas, donc je vais aller regarder, Fishball. Ça Voilà moi ce que j'avais envie de dire sur cet élément-là. OK, j'essaye d'aller vite sur les 3 derniers pour qu'on ait Ouais, un peu le désolée. temps. Ouais, qu'on Bon, ait quand même le temps, l'évaluation, on en a que vous déjà parlé, je réagissiez. vais peut-être pas revenir dessus. S'exprimer de façon claire, c'est vraiment, la question d'impliquer, de valoriser les services techniques. C'est pas juste de leur imposer de venir et qu'ils se sentent, une charge en plus, mais aussi on Mmh. peut aussi leur dire que ça va valoriser leur travail, en fait et ça crée aussi des expériences irréversibles. Moi, j'ai l'exemple de Jean-Luc qui était ingénieur, sur les services d'aménagement, lui, il faisait des routes, il savait la largeur des trottoirs, des trucs, le bus, machin, tout ça, il savait. Et puis, tu viens avec moi, on va voir un peu les habitants. Bon, bon. Et on avait plusieurs temps participatifs pour faire de l'aller vert, parce que c'était un QPV, c'était un peu compliqué de les avoir en réunion le soir, et cetera. On s'était calé sur des animations d'été. Et il s'était inscrit au premier temps et pas aux autres. Et ben, il est venu à tous et il était content. Et il m'a dit: «Mais en fait, c'est incroyable, mais au moins je sais pourquoi, je fais cette rue, je sais pour qui
Je vois, ça n'a rien à voir d'échanger avec les gens que tu m'envoies un Excel qui dit tout ce qu'ils ont dit à la fin. Donc il y a cet enjeu-là de la rencontre en fait, qui se fait aussi pour nous, les habitants. Les habitants, ils vont plus venir s'ils nous rencontrent, l'aller vers au niveau mobilisation, etc. Mais aussi pour les collègues en fait. Et ben lui, il travaillera plus sur ses projets de la même manière en fait. Et ça redonne aussi du sens au travail. Mais on peut l'axer sous l'angle de la valorisation et ça permet aussi de travailler avec eux, de rendre accessible le propos. Et parce que apporter de l'information, c'est déjà un premier niveau de participation. Rendre accessible le propos, c'est aussi le rendre compréhensible pour le plus grand nombre. Donc voilà, on a dit les acronymes, les concepts complexes, etc. Si on arrive à se former au FALC, c'est peut-être un peu compliqué, mais déjà au français simplifié, il y a quelques formations qui existent là-dessus, notamment avec les collègues du service handicap, etc. Ça permet aussi en communication. Ouais, vas-y. Excuse-moi, mais tu as utilisé un acronyme et moi, je sais pas ce que c'est le FAL. Voilà, cordonnier plus mal chaussé, on le savait. Merci Alice pour la vigilance. Le FALC, c'est le facile à lire et à comprendre. Et donc, utiliser du facile à lire et à comprendre, en fait, c'est pas juste une checklist où on se dit, tiens, est-ce que j'ai bien fait les trucs? C'est tout un process où on va aller travailler avec un ESAT, etc. Un ESAT, vous savez, je sais plus par contre le nom de cet acronyme. C'est des Désolée, là, établissements. là, Merci, tu me lâches complètement. C'est des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap et qui, du coup, ces personnes vont pouvoir donner leur avis sur les documents qu'on fait. Donc, c'est un process un peu lourd, le FALC. Pour faire du vrai FALC, c'est un petit peu lourd parce qu'il faut. ah, C'est FALC. itératif, FAL, c'est facile à lire et à comprendre. Ouais, ok. Voilà. Et donc, la version moins lourde, c'est français simplifié et là, c'est une checklist. Voilà. Donc, c'était ça. Aménager aussi le plan de charge des services techniques pour intégrer l'aller vers au projet et la participation au total. En fait, c'est leur faire comprendre tout l'intérêt d'associer les gens avant, hein, tout l'intérêt de la participation citoyenne pour éviter d'avoir un petit peu trop de services après-vente après, où on refait des trucs qu'on a mal fait au départ parce qu'en fait, finalement, c'était pas vraiment adapté. Et je crois que ça nous est un peu tout arrivé. Donc, voilà. Et puis, toujours pareil, hein, ça rejoint aussi le fait de varier les formats pour permettre d'expérimenter peut-être des pédagogies différentes, de faciliter l'accès, de développer des outils différents. Si on travaille par exemple avec des personnes en situation de handicap, on va peut-être être moins dans l'écriture, peut-être plus dans le ressenti et dans des images, etc. Enfin, comprendre un peu ces publics cibles et essayer de s'adapter. Sur la restitution, il faut vraiment se dire que la restitution et l'évaluation, ces deux trucs, en fait, ça fait partie de la démarche, en fait. C'est pas des trucs en plus. Je sais que c'est beaucoup traité comme des trucs en plus et c'est pas facile d'arriver à changer le logiciel à cet endroit. Mais c'est vraiment à inclure dans la gestion de projet participatif dès le début. En fait, on dit même que normalement, la restitution, on doit mettre exactement les mêmes moyens pour restituer qu'on a mis les mêmes moyens que les moyens qu'on a mis pour mobiliser. Voilà, on doit refaire, si on a fait une newsletter des réseaux sociaux, etc., on va refaire la même chose pour restituer. Si on a fait une réunion publique, on en refait une. Enfin, voilà. L'idée, évidemment, je sais que c'est pas toujours réaliste, je le sais, je sais. Mais l'idée, c'est d'essayer de tendre un peu vers ça et de promouvoir un peu cette culture-là. Et puis, ça peut être aussi lié à la restitution on peut aussi lier la restitution à la suite du projet avec le calendrier du chantier, avec des infos sur les travaux, etc. La restitution, elle est autour de 3 piliers. C'est le bilan de la parole recueillie. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens? Comment cette parole, on l'a pu l'intégrer ou pas au projet? Ça, on a pris. Ça, on n'a pas pris. Pourquoi? Parce qu'en fait, contrainte budgétaire ou réglementaire, ça passait pas. Ou juste, politiquement, ça répondait pas au cadre, etc. Et puis, du coup, comment cette parole, elle a impacté le projet? Est-ce que ça l'a conforté? Et c'est déjà un impact. Est-ce que ça l'a renforcé? Est-ce que ça l'a modifié? Etc., etc. Et ça, c'est des choses qu'on fait, qu'on demande aussi dans l'évaluation. On demande aux collègues comment cette parole, elle a aidé ou pas au projet. Voilà. Et puis, la restitution, ça peut aussi être un temps de célébration collective, quelque chose d'un peu festif du travail mené collectivement. Voilà. Et je veux juste exemplifier ce temps de célébration collective parce que ça m'est arrivé hier soir et c'était assez génial. Donc, juste pour vous raconter comment une restitution peut être fun et justement, on a commencé la restitution en disant aux gens, on vous a pas invité dans une salle avec un PowerPoint.
C'est juste pour le contexte, un équipement qui va être construit. On a travaillé, la programmation, la manière dont l'équipement va être, aménagé, les salles, quelles activités ça va accueillir et cetera. Cet équipement, il va pas être construit avant au moins 3 ans, et donc et 2e enjeu, c'est dans une zone une ZAC dans un futur quartier qui, a pour les habitants, semble être éloigné du centre-bourg. Il y a un côté, dans la carte mentale, c'est loin, alors qu'en réalité, c'est vraiment, très très proche. Et donc on a fait une marche aux flambeaux de nuit. On avait prévu plein de flambeaux et tout, donc déjà, c'était assez rigolo pour les gens de marcher, pour se rendre du centre-bourg jusqu'au site, pour se rendre compte déjà dans un premier temps que c'est pas loin. Et quand on est arrivé sur site, on avait créé au sol, les avec des lumières, des guirlandes LED, on a dessiné l'équipement qui, du coup, brillait dans la nuit. Alors c'était assez beau. Si vous voulez voir, on va faire une petite publication ce matin avec des photos, donc vous pouvez aller regarder sur le Facteur Urbain. Mais en tout cas, c'était assez génial parce que les gens, ils pouvaient, se balader dans l'équipement, le futur équipement, se rendre compte des volumes, comprendre: «Ah OK, mais là, du coup, le stockage, comment on va faire pour, et cetera et cetera», et donc ça permettait non seulement de se rendre compte de manière assez fun, on a même mis de la musique, on a mis Star Wars en arrivant, genre, «Wouah, truc de fou» et tout, c'était très rigolo. Et en plus, c'était très utile, ça a fait encore progresser et améliorer le projet parce que là, on se rendait super compte. Voilà, je m'arrête là, je suis désolée, j'ai été un peu longue, mais juste une restitution, ça peut être très fun. Et après, on a bu un coup, évidemment. Ah ben la convivialité, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est une clé de réussite aussi. Mmh. Bon, bah, il est 11h31, donc évidemment, bah, en tant que cordonnière à mal chaussée, bah, on a tenu le On timing, voulait mais s'arrêter, sans tenir ouais, le participatif, bien sûr. on avait prévu de s'arrêter à 15h20 pour que, ouvrir les micros et tout ça. Mais on peut peut-être quand même prendre, Voilà. 2-3 interventions. Il y a eu plein de choses hyper intéressantes dans le chat, même si on ne l'a pas forcément relevé, on l'a vu. Mm. Donc mais s'il y a, des personnes qui souhaitent intervenir, vous pouvez lever la main pour que ce soit plus facile à organiser et on se prend je sais pas si c'est OK Anouk, de se prendre encore, un tout petit temps? OK, Oui, il y a pas de super. souci, ça dépend des participants, mais il y a pas de souci. Ouais, bah, en tout cas, pour celles et ceux qui veulent partir ou qui doivent partir parce qu'ils ont une autre réunion, merci d'avoir participé. Et encore une fois, si voilà, c'est le temps des questions. Lorenzo a levé la main. Et je vais arrêter le partage. Hop! Merci, je suis arrivé sur le tard, je me suis mélangé complètement les pinceaux, soit. En tout cas, ce à quoi j'ai pu participer, je trouve ça vraiment génial, hein, vraiment merci. Et je pensais à une chose, je te le dis à toi, je le dis à vous d'ailleurs, il y a Yannick Léniel de Solucratie qui a mis en place un MOOC, et comme c'est quelque chose de complètement ouvert, je pense que vous pourriez, tout ce que vous avez mis en place pourrait être très bien intégré dans le MOOC, ça mériterait que vous contactiez Yannick Léniel. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, j'ai vu Solucratie, il y a Laurie qui a parlé de Solucratie dans le chat et comment tu écris Yannick Léniel? Yannick, comme le prénom, et Léniel, Ouais, je voyez le lien, Laignel. Tu le retrouves facilement sur LinkedIn, Léniel, OK, Solucratie. super. Voilà, tu peux venir de ma part, ou pas besoin d'ailleurs, comme tu veux, mais je pense que tout ce que j'ai apporté va vraiment dans le sens de tout ce qu'il a développé. Et comme il est c'est un MOOC qui est complètement ouvert, il peut vraiment, il aimerait bien le faire évoluer, et donc profitez-en, justement. Voilà. OK, super, Mais un grand merci, top. puis j'espère Merci. avoir l'occasion de pouvoir discuter avec toi à une occasion. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Peut-être aussi par rapport au levier que nous avons partagé. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraîtraient encore difficiles à mettre en œuvre chez vous? Pourquoi? Enfin voilà, est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre? Voilà, désolée encore une fois, on voulait essayer d'aborder les choses de façon assez large, donc on n'est peut-être pas assez rentré dans le détail sur certains points. Donc n'hésitez pas s'il y en a d'autres. Alors je vois le message de Laurie dans le chat, l'Oasis Game. Je connais pas, je viens de me le mettre, du coup, de me le noter là pour aller chercher. Est-ce que vous souhaitez, en dire un mot ou Je peux en guider dire la un mot participation? si Ouais, vous voulez. super. Merci Laurie. L'Oasis Game, donc ça a été créé par des urbanistes justement à São Paulo, au Brésil.
et qui ont pris conscience qu'en fait les habitants étaient très peu impliqués sur les processus, d'architecture et d'urbanisme et que souvent et ça répondait pas forcément toujours aux besoins des habitants Mmh. et du coup, ils ont mis en place un jeu qui s'appelle l'Oasis Game, et qui vise à, mobiliser sur une semaine, les habitants d'un quartier, avec, du coup, l'intervention de jeunes facilitateurs qui, sont, dits un peu comme des animateurs, et qui viennent questionner avant tout, beh, déjà ce qui existe, ce qui est beau et ils repartent à partir du beau et de l'existant dans le quartier pour pouvoir après animer, et faire émerger, bah, les rêves des habitants pour, bah, le vivre ensemble, le bien vi le l'amélioration, des conditions, dans le quartier et souvent ça fait naître des petits projets, d'aménagement comme, réaménager, un espace de jeu pour les enfants, pour que les enfants puissent jouer avec zéro financement, public, et c'est que, l'aide, des uns et des autres dans le quartier avec, le matériel, les ressources. Il y a une journée de mise en action et par exemple, moi, j'ai participé à une formation en Allemagne et ça donne lieu on a créé un jardin participatif avec les ressources locales, et c'est vraiment Mmh. super chouette et eux aussi utilisent donc une restitution publique par, la fête, en célébration et pour aussi préparer l'après, pour dire: «Bon, bah, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait après?» parce qu'on Mmh. s'arrête pas là quand on parle de participation aussi, ça s'arrête pas à un projet, mais voilà, que ça montre aussi avec cet outil, ça montre qu'on est dans la démocratie du faire, mais ça montre aussi que, avec peu, on peut faire beaucoup et souvent, on a l'impression que dans la participation, la responsabilité émane des élus, émane des Mmh. autorités publiques et là, c'est de remettre au centre et de dire: «Bah, en fait, on peut faire des choses». Après, évidemment, les lois brésiliennes et les lois françaises sont pas les mêmes, mais il y a des choses qui sont mises en place, à l'échelle européenne avec cet outil donc je vais mettre le lien. Après, c'est en anglais ou en portugais pour ceux qui lisent, mais déjà en anglais, c'est déjà pas mal. Mmh. Voilà. Effectivement, j'ai vu en anglais, merci Ouais. beaucoup Laurie, c'est chouette, ce partage. Ça me fait penser d'ailleurs, je partage, hein, vraiment, cette idée, ben, tout ne doit n'émane pas, forcément de l'institution publique et il y a beaucoup d'organisations, d'auto-organisations qui peuvent exister aussi. Ça me fait penser, un peu entre ça et entre du tout public ou du tout citoyen, l'initiative, les politiques 50-50 à Los Angeles sur, la mise en place de conventions, entre des groupes citoyens et la collectivité pour, faire émerger des projets et prévoir la gestion des espaces. Par exemple, un terrain de foot, OK, on le rénove, c'est la commune qui le paye. Par contre, c'est vous qui le gérez dans le temps, vous le faites vivre, il y a une association qui se crée pour, organiser des événements et cetera. Enfin voilà, de travailler ces échanges de bons procédés, si je peux le dire comme ça. Et moi, ça me fait penser à quelque chose qu'on a travaillé ici au sein du réseau interne de la participation citoyenne. On a travaillé à un guide du chantier participatif pour justement aussi, parce que notre idée, c'est aussi d'aller vers de la cogestion derrière. Et évidemment, on se doute bien que, bah, voilà, on est aussi, face à des citoyens parfois qui sont un peu en mode, consommateur et c'est comment on arrive à les impliquer, à les rendre plus acteurs parce qu'il y en a aussi beaucoup qui veulent l'être. Après, ça pose évidemment tout un tas de questions de responsabilité et cetera. Donc on a travaillé avec le service, juridique pour pouvoir mettre en place une convention et on a mis en place tout un guide, qui nous permet en interne de se dire, bah, comment on fait. Évidemment, ça c'est quelque chose que, voilà, je peux vous partager aussi, mais après il faut que collectivité trouve un peu ses règles parce que là, on a embarqué le service juridique qui était OK avec la convention, enfin qui a co-rédigé la convention et cetera. Donc c'est, en termes de matériel, où on trouve le matériel, à qui on s'adresse et cetera. Donc c'est aussi, des choses, enfin, pour faire participer, pour impliquer et puis, bah, quand on fait un chantier participatif, en général, après, en termes d'appropriation et de respect de ce qui a été, du résultat et ben, on fait plus gaffe, en fait et puis on est fiers, si c'est avec une classe, les enfants qui passent et ben, ça, je l'ai fait avec ma classe, voilà. Il y a plus de soin aussi qui est apporté derrière. Je suis en train de chercher sur Google, et je le trouve pas. Donc peut-être que tu pourras le joindre, ou Ah, nous il est pas en partager ligne, le lien. c'est de l'interne, Ah, mais il est je pas peux en vous, ligne? Ah OK, non. OK, pardon. D'accord, Oui, super. ça, c'est du Excuse-moi. travail, de co-construction fait en interne, mais je peux le partager, pour inspiration, bien sûr. Génial. Est-ce qu'il y avait Est-ce d'autres, que questions ou d'autres personnes qui voulaient intervenir?
Oui, alors pardon, je sais pas, votre prénom doit commencer par K, j'imagine? Oui, Karine, bonjour à toutes les Karine. 2, à tout le monde. Oui, pour illustrer ce que tu disais sur le chantier participatif et la cogestion, on a l'exemple, enfin, je peux illustrer à la mairie de Marmande, on a des jardins familiaux qui existent depuis 85. Donc, tant de parcelles, on loue. Et là, on en a construit d'autres avec les habitants, des futurs jardiniers et des personnes qui n'auraient pas loué de parcelles, mais l'idée de penser ces jardins familiaux leur a beaucoup plu. Et en fait, ça a complètement changé la relation de la collectivité aux jardiniers. On n'est plus Mmh. simplement un propriétaire de parcelles qui loue. Il se passe autre chose. Donc, il y a de la demande de temps collectif, d'apprentissage en commun sur la question du jardinage et de l'alimentation. Voilà, je voulais partager effectivement. La co-construction permet ça. Des espaces différents de relations, assos, collectifs, individus et collectivités. Merci. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage et c'est vrai, ça me fait penser, heu, c'est différent quand on connaît, quand on rencontre et qu'on fait des choses avec les gens de sa mairie, enfin, que ce soit les élus, les agents qu'on construit ensemble et idem pour quand on travaille dans une collectivité, on on conçoit les projets et qu'on les fait, vraiment dans le faire avec, les habitants. Donc c'est vrai que ça crée, vraiment autre chose et merci beaucoup Karine, pour, ce partage. On va peut-être devoir s'arrêter là. Je vois des gens qui il y a pas mal de gens qui nous ont quittés déjà et encore des gens qui doivent partir. On a un peu abusé sur le timing, bah, voilà, cordonnier les plus mal chaussés. Tu avais raison Axel. Je voulais juste avant de donner la parole à Anouk qui va conclure vraiment pour Décider ensemble, bah, déjà remercier Décider ensemble pour la confiance, de nous avoir, permis, d'intervenir. Hem et peut-être, heu, alors moi j'ai pas eu la chance d'être autant, en présentiel donc si, enfin j'attends aussi les comptes rendus et tout ça mais voilà, s'il y a des gens qui ont envie de, dans un autre temps nous raconter, tout ce que vous avez fait, ces jours précédents, je suis preneuse. Oui, juste, avant de te laisser la parole à nous, juste merci. Voilà, parce que je vous avoue, comme l'a dit Alice au début, que c'était, une première aussi, pour moi d'animer un atelier en visio, avec, autant de personnes. Donc, merci pour, votre indulgence et d'être restés jusqu'au bout, en espérant que c'était pas trop, complexe pour vous, et pas trop, voilà, descendant. Voilà, on a fait ce qu'on a pu. C'était très chouette. J'ai l'impression que bah, le simple fait que tout le monde soit resté jusqu'au bout, en tout cas de l'heure prévue, après que ça parte un petit peu, c'est compréhensible. Mais ça prouve que c'était quand même très chouette et qu'on a toutes et tous apprécié, je pense, la qualité de l'atelier. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé. Merci à toutes et tous d'avoir été présents pour cet atelier aussi. Moi, je suis ravie, j'ai appris plein de choses aussi. Et vous pourrez retrouver la session du coup en replay, notamment, je pense à vous, Lorenzo, qui est arrivé un petit peu en retard. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de cette session en numérique, en ligne sur le YouTube de Décider Ensemble. Le compte-rendu sera bien sûr disponible, le classroom également. Et puis, si vous souhaitez, il y a encore des ateliers en numérique cet après-midi à 14h30 pour terminer enfin ces REP. Et au plaisir de vous retrouver tout bientôt, toutes et tous. Voilà, et je vous souhaite une très bonne journée.